Je vous remercie de bien vouloir prendre place, chers amis, parce qu'on va rattaquer. On va conclure cette belle journée, mais quelle conclusion, ma foi. Alors, je vais vous demander toute votre attention, s'il vous plaît. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il nous reste 3 intervenants, mais sur les 3 intervenants, il y en a 2 qui ont fait juste quelques milliers de kilomètres pour venir ici. Et donc, qui sont, quand même, moi j'ai de la gratitude parce que, entre le décalage horaire, le fait qu'il fasse 38 degrés et demi dans la salle, ou pas loin, on se comprend, pour certains. Bon, l'hôtel s'excuse, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient comme climatisation, ils ont mis à fond et tout, et malheureusement, voilà, il fait chaud, mais c'est ainsi. La chaleur vient aussi de l'intérieur. Et donc, la personne que je vais accueillir, c'est une personne qui vient du monde des affaires traditionnelles, même si elle a connu le marketing de réseau il y a plus de 20 ans. Elle est revenue aux affaires traditionnelles et avec un très, très grand succès. D'abord avec une compagnie téléphonique à laquelle elle était à la tête. Et puis par la suite, elle a monté une société qui s'appelle Booster Game. Allez, je fais un peu de pub, allez, c'est fait. Et qui est sur Toulouse, parce que c'est une Toulousaine à l'origine. Et c'est elle qui travaille. Quand même, elle fait énormément de social. Elle a embauché notre ami Yannick, hein, le pauvre, celui qui a tout le temps galéré dans ses entretiens d'embauche. Mais aujourd'hui, tout le monde veut l'avoir dans son entreprise. Et elle a fait une bonne pêche, je dois le dire. Donc, elle est spécialiste dans les affaires traditionnelles. Elle va nous apporter un regard neuf et nouveau que nous, marketeurs, nous avons. On en discutait un peu tout à l'heure. Et j'adore ça. Parce qu'elle nous confronte. Nous, vous savez, on est dans notre monde, dans notre bulle. On fait du marketing de réseau, les amis, quoi. Ouais, cette nouvelle économie. Oui, c'est une nouvelle économie, mais on attend à apprendre aussi de ces gens-là qui ont un regard nouveau, qui voient les choses d'un autre angle, et qui nous permettent... Moi, elle m'a déjà donné un conseil, je peux vous dire, j'ai passé des heures et des heures sur Skype avec elle. Alors c'est bien, parce qu'elle nous montre les palmiers, la piscine, la mer et tout, puis nous on est là. Une fois, il faisait 15 degrés, il faisait pas beau. Ah, c'est joli chez toi, ouais, c'est sympa. Voilà. Et en fait, elle a donné aussi tout son cœur à ce projet, parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur certaines choses dans ma posture de chef d'entreprise. Voilà, parce qu'elle a une très, très grande expérience et une grande générosité, comme tous ces intervenants. Donc je vais vous m'aider, et elle finira par se présenter encore mieux que ce que je ne pourrais le faire. Je vais vous demander, sous un tonnerre d'applaudissements, de m'aider à accueillir, en plus, une future formatrice, parce que vous allez voir, vous allez entendre parler d'elle. Elle est en train d'orienter son métier vers la formation, et je vous dis juste un conseil, si un jour vous pouvez, faites-le. Elle nous fera en plus l'immense privilège de nous faire une super conférence, un super webinaire très bientôt. En 2015, normalement, si tout va bien. Je vous demande de m'aider à accueillir Maïté Quintana. Là, toujours. Azapet. Alors moi, déjà, la première chose, je suis hyper impressionnée par les kilomètres qu'ont fait certains. Ouais. Et ça, moi, je suis sur le cul, comme on dit chez nous. Et bravo, parce que se taper des heures et des heures pour venir nous écouter, j'espère juste que ce soir, vous allez partir dans votre voiture ou le train ou un avion en vous disant « Waouh, j'ai juste appris quelque chose ». Parce que des kilomètres, moi j'en ai fait, tous mes clients étaient sur Paris. Et quand on se prend des avions, ou quand il y a des grèves, qu'on fait ça en voiture, et qu'on arrive là-bas, et ça fait bof, c'est moche. Mais là, moi je dis bravo. Alors moi je vais démarrer, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est la mienne. Quand j'étais enfant, donc je suis née à Toulouse, j'étais une enfant timide, introvertie. Ça n'a pas l'air comme ça, mais si. On revient de loin, et c'est même pas le niveau 0, c'est le niveau moins de 30. Quand j'étais à l'école, je ne comprenais pas ce qu'on voulait, ce qu'on attendait de moi, ce que je devais en faire. Donc j'étais un échec scolaire. Alors ce qu'on appelle vulgairement à Toulouse une turne, pour ceux qui savent. Quand on disait dans l'école c'est une turne, vraiment vous aviez le bonnet d'âne, c'était la totale.
Et là, je me suis retrouvée à faire ma 6e, tant bien que mal, ma 5e, 2 fois la 5e. Non, parce que je n'ai pas tout compris. Et jusqu'au bout de la 5e, à la fin, ma mère se fait convoquer donc, par l'institutrice. Et là, elle la regarde et lui dit « Mme Quintana, on n'en fera rien. Hein. » Moi, je regarde l'institutrice. 13 ans et demi, je me suis dit « La salope !» Comment bon sucre. Et là, je me dis, mais quand même, elle va juste pas me zinguer devant ma mère, quoi. Ma mère, je suis la plus belle, je suis la meilleure des filles. Et là, elle la regarde et lui dit, et puis Mme Quintana, vous savez, faut un circuit court, hein. Ça va pas le faire, hein. Elle est vraiment pas douée. Puis je sais pas trop ce qu'on va en faire. Et là, je regarde ma mère et je crois son regard avec une forme de compassion, mais d'amour quand même. Et là, je me retrouve, merde, je suis la naze. Et je suis la reine de la loose. Et là, je me dis, waouh. Et là, ma mère se dit, ben non, elle tripera pas, etc. Elle se bat avec l'éducation nationale. Et on arrive à trouver un établissement. Et là, mon père me dit, tu choisis, c'est coiffeuse ou secrétaire? Putain, coiffeuse? Parce que moi, je pensais à 13 ans et demi que du moment où on était coiffeuse, on était belle. Et comme vous pouvez le constater, j'avais juste un petit faciès ingrat quand j'étais enfant quand même. Hein. Donc moi, je me suis dit, waouh, j'ai les cheveux qui vont pousser, ça va me rendre belle. Ben non. Mon père décide en fait de le mettre dans une école de secrétariat parce que c'était plus simple, il y avait une société de maçonnerie. Et que la société de maçonnerie, ben, au moins, j'allais taper devis et factures. Alors que moi, je trouvais l'idée de couper les cheveux à toute la famille vachement sympa quand même. Ben non. Là, je me retrouve à rentrer dans une école privée, donc pour passer son CAP de secrétariat, sauf que moi j'ai 14 balais et les filles ils ont entre 16 et 25 ans. Pour certaines mères de famille, pour d'autres un appartement. Et là, vous avez un choc. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans et demi, voire 14, vous rentrez, vous avez la seule préoccupation le matin, c'est quelle couleur de chaussures je vais mettre. Et là, les conversations, c'est je suis allée en boîte de nuit, j'ai rencontré un mec, oh putain, qu'est-ce que t'as fait avec? Tu l'as embrassé? Sauf que le détail n'était pas le même. Et là, je me retrouve avec des gens qui avaient une vie. Et puis là, je me dis, waouh. Et tous les soirs, quand je rentrais de cette école, 1 mois et demi, je pleure et je dis à ma mère, pitié, sors-moi de là, je veux faire coiffeuse. Je veux faire coiffeuse, je veux faire coiffeuse. Et ma mère me dit, à force de pleurer tous les soirs, bon, c'est qu'on va faire, c'est que tu vas prendre, hein, on va attendre la fin du trimestre, et qu'à la fin du trimestre, si ça ne va pas, il te met dans l'école des coiffeurs. Putain, là, c'était bon. Le deal était réglé, c'était bon. Dans 1 mois et demi, je suis engagée. Je rentre à l'école le lendemain, je dis, les filles, le bagne est terminé. Parce que quand on a 14 ans, on a l'impression que ce qu'on est en train de vivre, c'est pour toujours. Hein. Vous n'avez pas encore, pour ceux qui ont des enfants, ils ont l'impression que le permanent, c'est très long. Et je me retrouve en fait avec des filles à qui j'explique, je vais arrêter, je m'en vais, super, c'est qui, on va y aller. Elles me disent, mais non, faut te battre, etc. Et là, je leur dis, mais non, je ne veux pas me battre. Mais non, pitié, quoi, lâchez-moi. Et elles me disent, mais non, on va t'aider. Et là, ces filles me prennent sous leur aile, et elles me font le soir, entre midi et 2, réviser, etc., etc. Et tout ça pour finir, au bout de 2 ans, je sors avec mon diplôme de CAP et BEP de secrétaire. Et je me retrouve, pardon? Voilà. Oh non, bravo, parce que déjà, premier diplôme que je prends. Voilà. Moi, le truc, j'avais fait photocopier 250 fois quand j'allais le perdre, parce que j'avais juste un diplôme, hein, que les choses, il faut remettre dans le contexte, hein, c'est assez sympa. Et là, je me dis, bon ben voilà, t'as ton diplôme, super, il faut aller chercher du taf. Bon, 16 ans, là, je prends l'arrêt sur le côté, le sac à main, et je m'en vais chercher du taf. Et là, on me dit gentiment, ben non, vous n'avez pas 18 ans, ma chère enfant, vous ne pouvez pas travailler. Et comment ça? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai le putain de diplôme. Eh ben non, vous n'y allez pas. Et j'ai la chance de trouver une société d'électrification. Hein, pour ceux qui savent, c'est vachement pendant les câbles dont parlait Hervé tout à l'heure, les REDOVE, j'ai tout compris là. Les prises machin, etc. J'ai tout manipulé. Et là, je rentre là-dedans,
Et je me retrouve donc secrétaire d'une société où il y a 12 électriciens qui partent, qui viennent, etc. Au fin fond, dans Frouzins, pour ceux qui connaissent, vraiment le fin fond de la campagne, il n'y a pas un putain de magasin, il n'y a rien. Hein. Tu vas en vélo, tu es contente, quand il pleut, tout, ça se passe bien parce que bien sûr, tu as le permis. Hein. 16 ans, calme. Donc 32 bornes tous les jours en vélo et on y va. Et là, juste, j'apprends, je commence à apprendre, mais j'apprends une grande leçon, c'est que le secrétariat, c'est pas pour moi du tout. Porter le café à Chef Sioux qui toutes les 3 minutes clique en disant un café, oui monsieur. Les carbones, parce qu'à l'époque c'était les carbones, 3 exemplaires, c'était sympa. Et là je me dis, mais putain ça va pas être possible, hein, je ne vais pas s'en sortir. Et comme on dit chez nous, on n'est pas sorti le cul des ronces. Et je me dis, pour arrondir mes fins de mois, je vais faire du marketing réseau. Et là je rentre à l'époque dans du marketing réseau, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est structuré, c'est staffé, vous avez les arguments de vente, vous avez les plans, les machins, etc. À l'époque, c'était juste, ah ben ok, super, on fait des réunions. Okay. Et là, vous arrivez, la nappe qui est découpée, c'est même pas l'ourlet, on s'assoit. Ok. Alors, vous êtes passé vendu. Super, ça va bien se passer. D'accord, il faut vendre plus. Très bien. Et les outils, non, il n'y en a pas. Ok. Et je démarre comme ça. Mais situation hyper sympa, c'est que je découvre à ce moment-là 3 points essentiels. Le premier, le commerce. Et là, je me dis, waouh, putain, ça me plaît, ça. On voit des gens, on leur apprend quelque chose, ou on leur vend quelque chose. Et là, je me dis, mais c'est juste fabuleux. Le deuxième point, c'est toute la partie mini-chef d'entreprise. Ben, si tu ne vas pas bosser, pas de chocolat. Hein. Donc là, on sait qu'il business, il faut aller le chercher, il faut revenir, il faut livrer, il faut encaisser. Enfin, ça commence un petit peu à donner une petite formation. Et le troisième point, c'est le relationnel. Le relationnel, on se dit, waouh, c'est fastoche ça, c'est sympa. On parle à des gens qu'on connaît pas, ou par ramification. Mais en fait, ce que je ne savais pas, j'ai découvert ça quelques années plus tard, c'est que ce que vous faites comme relationnel, c'est ce qu'appellent les gens qui réussissent ou qui sont riches, c'est du lobbying. Tout simplement. Donc quand on maîtrise ces 3 aspects, on peut commencer à dire, une fois qu'on a bien contrôlé son réseau, on peut être chef d'entreprise. Parce qu'en fait, vous allez manager, vous allez retrouver les mêmes choses. Alors moi, manager, à l'époque, j'étais défaillante. Du par ma jeunesse, d'une part, et mon manque de patience que j'ai toujours, que les choses soient claires. Donc ça, c'était quelque chose qui était positif. À la suite de ça, je me suis retrouvée à donner des cours d'informatique, à faire des petites choses et des boulots sympas. Mais ce qui me plaisait bien, c'était qu'en fait, le commerce. Le commerce, j'allais voir des gens, et ces gens-là me contaient leur vie, leur expérience, et moi je me nourrissais, feignasse comme j'étais et en échec scolaire. Ça m'évitait d'ouvrir des livres, ça m'évitait de faire des recherches à la bibliothèque, et en fait j'allais là-bas, et ces gens-là me contaient tout un tas d'expériences, de vécus, etc. Et moi j'ai avalé, et je me suis imprégnée comme une éponge de tout ce que ces gens ont pu me raconter pendant toutes ces années. Alors bien sûr, j'ai fait la cuisine intégrée, vendeuse foire dans l'aluminium. Le truc super bandant, hein. Vous êtes dans une foire pendant 10 jours, on arpente de la moquette, bonjour, ça va bien se passer. Mais là, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a toute une hiérarchie. Si on prend l'exemple de la vente en foire, il y a la piqueuse, le vendeur et le finisseur. Je ne sais plus, je crois que c'est toi, Yannick, qui en parlait tout à l'heure, qui fait le passage de main au vendeur. Voilà, il y a toute une organisation, et la piqueuse, elle a juste un rôle essentiel, c'est que si elle fait asseoir quelqu'un qui potentiellement n'a pas l'argent, n'a pas tous les décideurs assis, c'est quick. Donc pendant des années, j'ai fait les ventes foires, tout ce qui était en Mensoum. Ouais, non, parce qu'en plus de ça, les conférenciers, ils sont neuneux. Hein. Ils ont des troncs. Donc, fais-moi la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Toujours, Yannick. Et donc là, je me retrouve à faire donc du commerce, etc. Et puis je passe comme directrice commerciale, je fais tout un tas de missions qui me plaisent bien. Seul problème, c'est que Maïté, quand elle arrive dans un job, et ben, au bout de 3 mois, 6 mois, elle s'ennuyait. Et là, ça l'a gonflé parce qu'en fait, la cuisine intégrée, si on prend ça, tirer un trait, ça ne savait pas faire ça. Et quand on fait après toute la complexité des cuts, les plans, etc., et ben, au bout de 6 mois que c'était rodé, ben, écoutez, je vais y aller, hein, parce que c'est pas assez rigolo.
Comment ça, c'est pas assez rigolo? Tu es la celle qui génère le plus de chiffre d'affaires. Oui, ok, mais moi, là, ça m'amuse plus. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à identifier et à me faire étiqueter d'éléments instables. Parce qu'à l'époque, c'était ça, les instables. Tu changeais de boulot, souvent, tu étais instable. Et là, je me dis, waouh, pour se faire recruter, ça va être compliqué. Et là, je décide de mettre en place une stratégie, une espèce de petit argumentaire, parce que je dis toujours que dans ce bas monde, tout se vend et tout s'achète. Et quand je me faisais recruter, j'expliquais aux recruteurs que j'avais décidé il y a quelques années de devenir vendeuse multiniveau, multiproduit, et que lui, il était le dernier marché que je devais finir de faire. Alors le type, déjà, il se trouvait l'élu, comment putain, alors là, il finit, c'est super. Et c'est comme ça que je me faisais embaucher toujours avec le même discours. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est sympa, mais il manquait quelque chose. Je passais de job à un job. Le dernier job que je fais à ce moment-là est l'assurance. Je prenais 15 000 francs par mois. Et je m'en vais déjeuner avec un ami. Et cet ami, on déjeune, et puis il me regarde, il me dit, bon alors, comment ça se passe ton taf? Bah, très bien, super, moi, fier de moi. Et secrétaire, c'est bon, je prends 15 000. Et là, il me regarde et il me dit, mais tu comptes faire ça longtemps? Je sais pas, mais c'est bien, non? Et il me dit, mais oui, mais là, tu structures pas, ta carrière, tu commences à en faire quoi? Et là, je le regarde, mais moi, hyper vexée et profondément vexée, parce que je trouvais que de là où je partais, j'étais pas quand même totalement demeurée. J'avais l'impression de me retrouver en 5e avec l'autre connasse qui me disait, on n'en fera rien. Je me dis, c'est con, ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça va mal finir, quoi. Et je prends conscience que il a peut-être raison. Donc là, j'approfondis, il me dit, il faut que tu apprennes les process. Je le regarde, process. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, oui, les process, les procédures. Ah putain, là, je l'ai découvert 2 mots, process et procédure. Alors là, ok. À tel point que je pensais même que c'était un nom, hein. C'était quelqu'un qui s'appelait Process. Et là, il me dit, et en plus de ça, il faut que tu apprennes la hiérarchie et te faire manager. Bon, il est vrai que j'avais un petit souci quand même en termes de management. Voilà, c'était un peu compliqué de gérer la dame. Voilà, hop, vous me faites chier, je me casse, ça va bien se passer. Voilà, c'était un petit peu comme ça que ça soldait à chaque fois. Hein. Voilà, j'estimais qu'à l'époque, j'étais à la commission et qu'à la commission, on ne me demandait pas d'être à 9h au bureau parce que je faisais ce que je voulais avec mes cheveux. Et là, je dis, t'as raison. Et là, je rentre chez moi, je dors dessus, parce que je dors, hein, mais je dors sur des matelas qui sont ça, parce qu'en fait, tous les dossiers que je mets dessus, c'est assez intéressant. Et le lendemain matin, je me lève et je me dis, qu'est-ce que tu aimes finalement dans la vie? Dans quoi tu aimes bien bosser? Et là, j'étais, moi, à 20 ans, hackeuse. Je me dis, mais c'est l'informatique que j'aime. C'est ça que j'aime bien. Et je me dis, il faudrait que je trouve une société qui est dans l'informatique, qui soit grosse pour pouvoir apprendre Monsieur Process, et qui m'explique un petit peu comment on s'organise et que je passe dans une hiérarchie qui va bien, ce qu'on appelle vulgairement le tuyau. Il faut passer à un moment donné dans le tuyau. Le matin, je regarde la dépêche, parce qu'à l'époque, c'était la dépêche. Écran de feuille, vous savez, les journaux, on entourait les belles annonces, on faxait tout ça, on les envoyait par courrier. Et là, j'ai l'indélicatesse de prendre mon CV et de le faxer directement sur une annonce. Je vois Grolier, je ne connais pas, c'est pas grave, on faxe. 10 minutes après, je reçois un appel téléphonique. Et on me dit, bonjour madame, vous avez postulé chez Grolier? Oui monsieur. Tout le fax n'est pas passé. Ah bon? Vous avez que la moitié du fax? Il me dit, pourquoi vous avez envoyé qu'un seul fax? Oui monsieur, le CV. Et là, le type explose de rire, il me dit, mais comment vous n'envoyez pas une lettre de motivation? Non, je me suis dit que pour tester un petit peu, pour voir, ça serait bien, s'il y avait un retour, je vous envoie, être prête. Ce qui était absolument faux. Là, je faisais ce qu'on appelait aujourd'hui du mailing. Voilà, c'est mon CV. Et le gars me dit, écoutez, bougez pas, je veux quand même vous rencontrer. Le gars descend avec le RH, et là on arrivait avec les process. Ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient à plusieurs. Et là je fais mon entretien de recrutement, et je rentre chez Club Internet, qui est aujourd'hui devenu SFR, comme simple commercial. Donc là on me dit, bon ben voilà, le seul problème c'est que vous avez 26, 27 ans, vous allez vouloir faire des enfants, etc. Et là je vois que la question devient un problème. Je me suis dit, voilà, ils m'ont arrêté de me faire suer avec ça. Je leur ai dit, écoutez, c'est confidentiel, mais je suis stérile. Et là, le type, super gêné, il me dit, ah pardon, excusez-moi, je vous en prie. Oh, parce qu'à question de débile, les grands moyens quand même, faut arrêter aussi.
S'il faut arrêter de niquer parce qu'on prend un boulot, moi, il faut qu'on m'explique, quoi. Hein, Et donc, du coup, je rentre chez Club Internet, où je rentre comme simple commercial, mais très rapidement, je passe chef d'équipe, je passe patron du réseau, je passe patron de la grande distribution, et là, j'apprends. Et là, j'apprends les process, et là, je découvre. Alors là, c'est qu'à l'époque, Club Internet, c'est Lagardère. Moi, je ne savais même pas. Qui c'est Lagardère? Ok, on le connaît? Non? Ok. Tu peux aller sur Internet? Oui, je peux y aller. Ah oui, quand même, ok. Et là, je m'aperçois que c'est les filiales Hachette, c'est juste la grosse maison. Je me dis, je vais m'écouter, je vais apprendre. Quand je rentre là-dedans, je sais faire que du commerce. Que du commerce. On me demande en 3 ans de monter un réseau de 1200 boutiques. Je n'ai aucune idée de comment on monte 1200 boutiques. Et rassurez-vous, sur Internet, c'était les infos qui traînaient à l'époque. Hein? Donc on est là, on se dit, mais comment on fait? Ah non, mais ça, tu fais comme tu veux. Ça va bien se passer. Combien vaut le bout? On est combien? Tu m'as dit 10 millions de francs? Alors ce genre de truc, vous n'avez jamais touché, vous n'avez même pas une maison à vous, hein, je sois clair. Hein, moi j'étais à Loc à l'époque, ça va bien se passer. Hein. Et l'autre il me dit 10 millions. Et une fois qu'on a monté le réseau, on me dit, ben voilà, tu vas prendre la grande distribution, tu vas prendre toutes les enseignes, etc. Et c'est là où je rentre dans la grande distribution et j'apprends, en fait, ce qui est le créneau de la grande distribution. Ça veut dire les responsables d'achat, les référencements, les machins, etc. Mais tout ça seul, hein, ça veut dire qu'il n'y a personne derrière moi qui m'explique, on est 675 à l'époque, tu n'as personne qui te prend par la main, qui te dit, alors je vais t'expliquer, hein, tu dis bonjour. Ok, ça c'est bon, il n'y a pas. Le bonjour, il doit être logique. Et je me retrouve en fait avec faire des deals avec HP, avec Microsoft, avec tous ces gens-là. Alors bien sûr, ça les faisait tous mourir de rire, parce que j'arrivais avec un accent et mon côté authentique. Et elle dit, c'est rigolo, j'adore bosser avec toi, t'as un accent marrant. Et connard, c'était pas ça. Hein, et là, je me vois en même temps, à l'époque, le grand patron de Microsoft qui dit, non, on va faire une réunion de travail avec le Internet, demande à Maïté Quentin de venir. Moi, oh, putain, on va juste débouler quand même au pavillon. Là, ce qu'on appelait le papillon, c'était à l'époque le fameux édifice qui était en forme de papillon qu'avait conçu notre ami Bill Gates. Enfin bon, ça le faisait, quoi. Moi, j'arrive là-dedans, badge, le machin, le truc. Je me suis dit, oh, pétard. Eh ben non, t'as le type qui dit, bon, ben, c'est quoi votre roco? Marocco. Oh putain, pourquoi on m'a pas donné mes devoirs? Une roco, déjà, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et puis moi, je regarde, je lui dis, à quel niveau? Parce que là, juste, vous avez un sentiment de solitude, hein, puis vous avez le ridicule qui commence à s'approcher pour s'asseoir à côté. Hein. Là, vous n'êtes pas tranquille, hein, vous n'êtes pas allé sur le dossier, et vous dites, et là, je me dis, bon, à chier pour à chier, on y va. Et alors là, je me dis, la reco, c'est quoi que tu veux exactement? Ben, tes recommandations. Ah, très bien, parle-moi français, tu sais, je viens d'arriver sur le marché. Et le gars me dit, t'es marrant, toi, mais toi aussi, ça va, c'est devenu très bien depuis, hein, que les choses soient claires, mais les premières fois, c'était assez sympa. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des grands comptes, avec une industrialisation, avec des process. Jusqu'au jour où on me dit, bon ben Maïté, tu vas prendre la direction commerciale de Club Internet. C'est intéressant. Ça vous dit pas de me poser la question d'abord? Non, c'est acté, ça a été un conseil d'administration, c'est pour toi. Et là, je me dis, ces gens sont fous. C'est des grands malades. Moi, une pauvre gueux de Toulouse, qui par accident se retrouve là. Ils sont en train de m'expliquer que je vais gérer plus de 50 millions de francs avec pratiquement 45 personnes dans les équipes. Ça va juste bien se passer. Et là, je décide de partir et je m'en vais voir la directrice générale adjointe, Tuco Duchemin à l'époque. Je frappe à la porte. Tuco, je peux te voir? Parce que bien sûr, à l'époque, c'était très fun. Hein, on se tutoyait tous. Hein, on faisait partie de la start-up. Ça le faisait, quoi. Même la DG, le DG, Arnaud Lagardère, tout le monde se tutoyait. On aurait dit qu'on passait nos vacances ensemble, mais c'était pas grave. Et je vais voir Tuco, je dis, Tuco, j'ai besoin de te parler. Oui? Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, Tuco, je crois qu'il y a un peu... J'ai l'impression d'être une usurpatrice, on va être très clair. Vous êtes en train de me confier des missions et des responsabilités que je pense, vous n'avez même pas idée, mais que je ne peux pas assumer. On va être très clair, je n'ai pas la compétence. Et cette femme me regarde droit dans les yeux et elle me dit, Maïté, on sait ce que tu vaux. Arnaud Lagardère et Fabrice Sergent, qui était le directeur général, ont confiance en toi et en ton bon sens. Et là, je me dis, ils sont encore pires que ce que je pouvais imaginer.
Ces gens se droguent. Ces gens se droguent. Et tu es là assis sur la chaise, tu te dis, mais putain, mais tu vas pas t'en sortir, quoi. Et là, je la reprends, je dis, non, mais du coup, je crois que tu n'as pas bien saisi, je pense que vous n'êtes pas conscient. Et là, elle me répète, elle me dit, nous sommes totalement conscients, tu nous demandes ce que tu as besoin comme effectif pour mener à bien ta mission, tu as ton bon sens et nous nous fions au bon sens. Super, merci, du coup. Et là, tu ressors, juste avec 25 personnes qui sont l'équivalent de 25 solitudes, et tu te dis, elle n'est pas sortie le cul des ronces. En plus, elle me dit qu'il me faut du monde, et quoi? Parce que je la remets dans le contexte. Quoi? Qui? Il ne sait pas déjà comment on va faire, donc j'ai besoin de quoi? Une truelle, une pelle, c'est pas trop, hein? Et finalement, ça se passe à merveille. Ça se passe à merveille parce qu'en effet, à ce moment-là, je découvre quelque chose chez moi, c'est des gens qui croient en moi. Et ce moment-là, il est magique parce que je me dis, waouh, peut-être qu'ils voient en moi quelque chose que je ne vois pas. Et là, je prends conscience que j'ai du bon sens. Et ce bon sens, il faut l'utiliser. Et là, je me dis, ok, t'écoutes pas ce qu'on te dit, tu prends les conseils, tu dors avec, mais tu n'utilises que ce qui est bon et dans l'intérêt de là où tu veux aller. Et c'est là où je prends conscience comment on commence à faire du business. Ça veut dire vous. Vous prenez, et c'est pas aller d'un point A au point B, c'est prendre avec vous la brouette, vous la traîner et vous dire, voilà, ça c'est dont j'ai besoin et c'est là où je veux y aller. À la suite de ça, je me retrouve avec un prestataire de service, parce qu'à l'époque, c'était les grands moments du FAI, où on faisait l'acquisition, on mettait 650, 700 personnes en magasin, parce qu'il fallait distribuer des kits, il nous fallait des abonnés, et on payait pour avoir des abonnés. Alors moi, déjà, quand vous sortez de la cuisine, on vous explique qu'il y a des marges, là on vous dit, non, là on a dépensé que 1200 francs. Des fois, je dis, attendez, je ne comprends pas très bien. On paye pour prendre des clients? Oui, c'est ça. Là, ça se complique en fait. Ça se complique parce que là, c'est tout le schéma structurel qui part à l'envers. On paye pour prendre des clients. Ah, ben écoutez, mais comment on me paye moi finalement? Et là, je rentre dans le dur parce qu'on s'aperçoit au niveau de la direction générale que j'ai un problème de conceptualisation de business parce qu'en fait, je n'arrêtais pas de monter des business où on rentrait de l'argent. Et là, ça ne plaisait pas. Donc là, c'était chaque fois le feu. Une fois, j'ai sorti un PC qui était mensualisé avec un deal avec Microsoft où ils mettaient une version à pas cher, des jeux, des machins, etc. On vendait ça à l'époque 120 francs. Et là, il me dit, c'est pas possible, on génère plus d'1 million de francs, c'est pas possible. Ben, c'est l'intérêt, non? À un moment donné, il faudra bien que ce soit rentable. Ah non, 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 non. Parce que si on commence à en gagner de l'argent, entre-temps, on s'était fait racheter partie online quand même. On dit, si on commence à gagner de l'argent, ça ne va pas être possible, le modèle économique n'est plus viable. Ah, pardon. Donc, on a mis 3 jours, avec des cerveaux. Hein. Là, je vous parle, c'est la direction générale, les DAF, les avocats. Comment on fait pour perdre de l'argent? Et toi, tu es assise à table et tu te dis, putain, moi j'ai mis des mois à monter le truc pour gagner de l'argent, et eux, là, ils sont 12. Putain, dégoûté, quoi, dégoûté. Et là, je me dis, ça y est, je suis arrivée au bout du bout, parce qu'on prenait les abonnés qu'on voulait, mais moi, j'apprenais plus, puisque j'apprenais tout ce qui était l'inverse de ce que je mets les 10 années auparavant. Donc là, j'ai le fameux prestataire dont je vous parle, qui s'appelle Booster, à l'époque, Booster Group, qui fait les animations, etc. La présidente vient me voir, elle me dit, ben voilà, on prend, et moi je cherche un DG, la société est un peu en situation difficile, mais ça peut bien se passer. Bah écoute, très bien. Moi, j'étais plutôt dans l'idée, puisque je faisais à l'époque du télétravail, j'étais 3 jours sur Paris et le reste du temps sur Toulouse. Moi, j'étais plutôt à me dire, tu vas rentrer à Toulouse, pépère, tu vas faire tes gosses, et puis tu vas, maintenant que tu n'es plus stérile. Non, parce qu'il y avait des miracles aussi, il fallait leur expliquer. Et là, je me dis, bon, tu rentres sur Toulouse, tu prends la direction générale, ça va bien se passer. Et puis finalement, elle me dit, puis je trouvais le challenge sympa. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Difficulté, la société pas en forme. Et je pose ma démission et je m'en vais dans cette société. Alors la société n'était pas en forme, elle était juste au bord de l'agonie. Moi j'arrive au bout de 2 mois, je me dis, c'est pas possible. Donc je demande à ce qu'on me sorte des extraits comptables, etc. Et là, bon, voilà, on la fait courte, on se met en protection judiciaire. Et là j'apprends encore. Et là, j'apprends qu'un groupe se met en protection judiciaire. Et alors là, on se retrouve avec un administrateur. Je me suis dit, c'est pas moi, c'est elle. Moi, je viens d'arriver, on va prendre ses gouttes, on va se détendre. Et je me retrouve dans une situation à gérer un plan social, à faire un licenciement de plus de 180 personnes. C'est sympa, ça.
Puis alors moi, à l'époque, un peu tête brûlée, je me dis, tu vas pas virer les gens comme ça. Toi, tu arrives, tu prends des décisions, ok. Et tu vas leur faire les entretiens de licenciement. C'était sympa. C'était sympa parce qu'en fait, on avait même des personnes qui étaient en charge de l'armoire à fourniture. Tu fais quoi, toi? Tu gardes l'armoire à fourniture toute la journée? Ah non, t'arroses les plantes. Super. Ça va, ça se passe bien? Pas d'AVC? Donc là, je me dis, oh pétard. Donc là, on m'explique, je reçois ces 180 personnes, puisque je ferme à l'époque un call center qui était à Colombes sur Paris, puisque la société était sur Paris. Je ferme le call center, enfin bon, je fais tous les licenciements. Inutile de vous dire, je ne la recopierai pas, celle-là. Hein. J'ai faite. Ça va, c'est fait. C'est checké sur la liste hein, avant d'aide. Et je me retrouve à délocaliser. Alors, je me retrouve à faire licenciement. La société ne peut pas. Donc, du coup, l'administrateur me dit, bah, ça ne s'entend pas. Que vous puissiez racheter, Maïté. Gentil, chef, mais là, vous êtes administrateur. Moi, je suis un simple DG. De là à racheter une boîte, moi, j'ai rien, juste un chien. Entre-temps, j'avais acheté une maison. À part hypothéquer le foie de mon chien, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Non, parce que ça valait quand même à la casse un bras. Ah, mais dis non, vous inquiétez pas, Maïté, moi je vois que vous êtes... putain. Et là, deuxième déclic, ça veut dire que juste vous croisez un administrateur qui très rarement disent à des gens qui sont effectifs, en place, ouais, vous pourriez parce que machin. Et là, je me regarde, ce type est fou. Celui-là aussi. Ils ont tous ICR, c'est pas... Et je me retrouve à racheter. Ce gars a la gentillesse de me mettre dans des bons avocats, dans des bons experts comptables, parce qu'inutile de vous dire, à l'époque, l'histoire de lire un bilan, hein, quand le plus il fait le moins, et le moins il fait le plus, comment ça? Il y a marqué plus, oui mais c'est moins. Oh putain. Comment ça? La trésor, c'est pas la même que dans la boîte. Non, en fait, un plan de trésor, et ça c'est le bilan. Eh non, mais c'est le même argent, il est rentré par un tuyau. Non, en fait, c'est pas du tout pareil. Ah, putain, c'est pas... C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Pour ceux qui comprennent, je sens qu'il y en a qui rient, mais voilà, c'est ça. Vous avez la comptable qui revient, qui vous dit, je dis, rappelle-moi, je suis en plus ou en moins comptable ou en plus ou en moins dans ma vie, là? Ah non, c'est un comptable. Ah ok, d'accord. Et je me retrouve donc à racheter cette boîte, à la délocaliser sur Toulouse, et là je me dis, bon, ben, tu vas perdre grosso modo 30% du chiffre d'affaires. Sur les 30% du chiffre d'affaires, ben, finalement j'arrive, j'en récupère 20. Parce que là, c'est pareil, hein. On va voir tous les clients, c'est des Microsoft, des Intel, des Orange et des machins. On leur dit, voilà, stratégiquement, on est parti. On est parti de Paris parce que les petits, ils ont 2-3 heures de métro par jour. C'est juste pas possible. Donc, à Toulouse, ils ont 20 minutes. Et en plus, le midi, ils mangent sous le pain. Ah, on a un petit jardin, ça se passe bien, etc. Et les gens me disaient, waouh, c'est super. Les Parisiens, je me suis dit, ça va bien se passer. Et finalement, les gens se disent, waouh, c'est génial, tu étais vraiment dans un esprit corp, les salariés, le bien-être. Parce qu'il ne fallait pas vendre l'histoire quand même. Hein. Quand vous êtes client sur Paris et que vous partez, c'est pas si simple. Je rachète cette société-là. Au bout de la 3e année, je décroche à peu près 1 million d'euros de dividendes. Donc j'étais actionnaire principal. Je préfère le dire parce que les gens vont se dire « Waouh, super !» Non, je vais vous la faire courte. Du lundi au dimanche, 6h le matin, 2h le matin. OK, hein, qu'il n'y ait pas d'amalgame sur ce qu'on fait. C'est très simple, on y va, on taffe et on s'enlève les doigts du cul. Hein, c'est si simple que ça. Et ça, c'est ce qui a fait que je suis allée plus vite que ce qu'on devrait aller normalement. Alors, j'avais pas d'enfant, j'avais un mari exceptionnel que j'ai toujours, hein, il est encore là. Et le brave gars, il est arrivé quelquefois, il m'appelait vers 20h, il me disait tu rentres manger? Oui, je suis là dans 20 minutes. Puis bon, je travaillais, hein. Et puis à un moment donné, je te le voyais arriver. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Minou? Avec la poche de McDo? À quelle heure il est? Minou ou le quart? Très bien. Donc, j'ai eu la chance aussi de pouvoir avoir quelqu'un à côté de moi qui a pu être extrêmement conciliant et qui a su respecter ce que je voulais faire de ma vie. En 2007, sans un marché, je trouve que le marché bouge un peu et je décide de faire rentrer au capital de ma structure. Donc, je finis de clôturer mon année fiscale à 9,5 millions, où je dégage à peu près 3 millions d'euros de dividendes. Et là, je me dis, c'est le moment ou jamais. Et ce moment ou jamais, ben, en fait, je le saisis. Je prends un avocat, le meilleur, hein, parce que dans ces cas-là, on dit pipe que dalle, encore une fois. Hein, on ne sait pas, on n'a jamais fait. Puis moi, j'ai jamais fait juridique. Le seul juridique que je voyais, c'était les émissions à la télé, où il y avait le tribunal, là, le truc qui va bien. Donc, en plus, 3 quarts du temps, ça parlait de divorce. Donc, on n'était pas tout à fait le même cahier des charges.
Et là, je fais rentrer dans ma société le fonds de la Banque Postale. Et le fonds de la Banque Postale, en fait, rentre et je récupère à ce moment-là quelques millions d'euros qui me permettent de capitaliser et de pouvoir me mettre à l'abri ainsi que mes enfants jusqu'à la fin de nos jours. Et là, je continue mon aventure parce que moi, finalement, ça me plaît bien de taffer. Et je fais des trucs marrants, je rachète des sociétés, je monte un groupe du coup, je fais une société qui est spécialisée dans les agences d'animation et de trade marketing, dans la force de vente, enfin on rachète une structure qui est à l'époque BBO. Et je me dis, bon, super. Ce qui nous amène, grosso modo, aujourd'hui, la structure est toujours là, sauf que moi, je m'ennuie. Bah oui. J'ai mis plus de temps que les autres fois, puis moi je pensais, à chaque fois je comptais les années, oh, ça fait 10 ans que tu y es, tu t'ennuies pas. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas si simple. Donc arrivé à un moment donné, je m'ennuyais. Donc j'ai décidé de faire ce que je voulais faire, c'est partir vivre au soleil. Donc je suis entre la Guadeloupe et Toulouse à gérer mes affaires. Mais ce qui est le plus important derrière, c'est quand on regarde d'où je suis partie, par où je suis passée, et c'est pas, que les choses soient claires, c'est pas marrant et c'est pas toujours rigolo. J'ai mangé des pâtes midi et soir et j'ai roulé avec des pneus lisses qui n'avaient pas de première et qui n'avaient pas de frein à main. C'est ce qui est marrant. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours là, c'est qu'il faut se souvenir d'où on vient. Et ça, c'est important. Moi, quand je regarde ces deux photos, elles m'amusent. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux photos ? 40 ans. 40 ans, une vie comme vous. Ouais. Où j'ai croisé des gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main, qui m'ont apporté, qui m'ont parlé. Parce que quelquefois, c'est juste des mots que l'on entend et qui résonnent derrière, où on se dit « Waouh, putain, il y a un raisonnement derrière, il y a une raison, etc. » Et c'est pour ça que, depuis peu, j'ai décidé de venir partager avec des gens. La chance que j'ai eue, c'est de croiser des gens qui, à un moment donné, ont cru en moi et qui m'ont expliqué certaines choses. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend tout seul dans la vie, et il y a ceux qu'on peut partager qui facilitent la vie. Et ça, c'est important. Donc, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle le mojo. Alors, les Toulousains, ils savent tous ce que c'est, le mojo. Voilà. Yeah! Elle est pour toi, celle-là. Je ne vois pas mon timing, là. Je suis un peu à la bourre. Donc, je vais essayer de faire vite. Le mojo, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on est tous dans ce monde avec du talent. On sait tous faire quelque chose. Il coupe le micro ? Ouais, un tout petit peu. Ouais, alors là, je vous préviens, c'est pas le genre de truc. Moi, j'aime bien faire la gym le matin. Tu m'as bien. Le mojo, c'est quoi ? C'est le talent. Ce talent, en fait, on est tous sur cette terre avec ce talent. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on se retrouve avec une éducation parentale, une éducation de l'éducation nationale, pour peu que vous ayez une éducation religieuse par-dessus. Et ensuite, on commence à rentrer dans la vie active, et là, on nous explique, écoute, garçon, toi, tu as 18 ou 20 ans, nous, ça fait 30 ans qu'on fonctionne comme ça, donc tu vas juste faire comme on te le demande. On n'a pas trop la liberté de foi, ni de développer notre côté créatif, hormis avant les 12-13 ans. Je dirais que c'est le maximum. Pour illustrer ça, j'ai un exemple très, très sympa. Si on prend l'exemple d'un autiste, ce gars-là, on me dit tous, ah ouais, mais les autistes, ils ont un don, c'est fabuleux. Ils savent bien dessiner, ils ont une mémoire exceptionnelle, etc. Mais on a tous ça. Mais eux, ils n'ont pas eu ces fameuses couches qui sont venues les aseptiser. Eux, ils ne sont pas coupés du monde, puisqu'ils sont coupés du monde, mais ils ont continué à fonctionner. Alors que nous, on nous a mis des couches. Pour illustrer ça, vous prenez une maison en plein milieu d'une prairie, vous êtes à l'intérieur de la maison, et au fil des années, on est venu vous fermer les fenêtres, les petites fenêtres des toilettes, la porte d'entrée, et vous restez en fait dans le noir. Ça, moi, la chance que j'ai eue, n'ayant pas été à l'école trop souvent, ayant eu une éducation, je dirais, modeste, et n'ayant pratiquement pas eu d'éducation religieuse, et en rentrant dans le métier de la vie, dans la carrière, on se retrouve en fait, quand on analyse un cursus assez simple, je dirais que moi j'avais eu peut-être des moustiquaires.
L'intérêt, c'est quoi? C'est de se dire, on peut restimuler ce mojo. Ça veut dire qu'il faut aller travailler pour pouvoir restimuler son côté créatif et se dire, quelle est ma vraie mission de vie? Qu'est-ce qui me plaît? Et surtout, s'écouter. S'écouter, écouter son bon sens. On a tous un subconscient, et ce subconscient, il est là pour vous aider. Il est là, quand vous allez pour tomber, il vous fait sortir le bras. C'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Et le bon sens, on en a tous. Ce qui est important aussi de voir dans ces cas-là, c'est qu'on se retrouve dans des situations quelquefois où on se dit « ouais, on m'a dit ». On ne se souvient plus qui l'a dit, à quel moment. Mais juste, on est tous capables de faire des grandes choses si on a envie. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est la solitude, mais qui rejoint un peu le mojo, puisqu'en fait, on est tous à fuir la solitude. D'ailleurs, quand on parle des célibataires, oh, ils sont célibataires, les pauvres, ils se font chier chez eux. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents, hein? Sauf ça, personne ne le voit. C'est des gens qui se connaissent. C'est des gens qui arrivent à trouver des solutions plus facilement. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps de s'écouter. Alors après, il y a le célibataire qui passe son temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, donc là, ça ne sert pas à grand-chose. Hein, on est bien d'accord. Certains se reconnaissent, je vois. Ce qui est important dans la solitude, quand on prend du temps pour soi, c'est qu'on va, d'une part, se connaître, donc avoir développé des raisonnements, on va pouvoir rêver, parce qu'en fait, un projet, une vie, ça se rêve. Ça se rêve, et ben en fait, on s'allonge sur son lit, et on se dit, voilà, moi demain matin, je voudrais avoir cette vie-là, et on va la imaginer, on va la rêver. Et une fois que vous allez pouvoir la rêver, vous allez peut-être trouver des moyens de pouvoir la mettre en place. Alors le rêve, il faut, tout à l'heure vous posiez la question, jeune fille, est-ce qu'il faut rêver pas trop? Si, il faut y aller, mais c'est open bar. C'est open bar, et puis plusieurs fois, comme ça on se promène bien dans le film, on scénarise, parce que l'idée c'est quoi? C'est de se déguiser avec son collant rouge et son slip bleu, avec le S sur le torse. Pour les dames, il y a le maillot rayé rouge et bleu et le lasso doré. Et là, on y va, on rêve notre vie. Et on rêve des projets, et on les scénarise. Et finalement, à force de scénariser, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas comme c'était prévu. Et on le refait, on rechange. Ah, ça, non, finalement, je vais le changer. Dans mon casting, c'est pas monsieur. Et là, on devient le Spielberg de sa vie. Parce que c'est ça, le secret. Si on ne veut pas subir quelque part la vie des autres, il faut créer la nôtre. Et ça, c'est vraiment primordial. Moi, tous les projets que je monte, je suis toujours en train de refaire le film, comment ça va s'organiser. Puis alors, vraiment, je me lâche. Hein, c'est vraiment là, jusqu'à la déco, le pot de fleurs à l'entrée, je me lâche. Hein, le truc. Bon, tous les hommes sont beaux, ok, c'est normal. Ils sont collés comme des dieux. Hein, mais voilà, ça fait partie aussi du côté sympa du rêve. Ça veut dire qu'une fois que vous allez scénariser et réaliser votre film, vous aurez plus de facilité à identifier des problèmes que vous pouvez faire devenir avec anticipation des contraintes ou des difficultés. C'est ça le but. D'une part. Et deuxièmement, ça vous permet de mémoriser des images positives par rapport à vos projets et d'être rassuré là où vous voulez aller. Le mania du contrôle. Donc moi, on m'a demandé, ça serait bien que tu partages des clés. Moi, je partage les clés. Hein. C'est le mania du contrôle. À l'aube où on est en train d'expliquer qu'il faut déléguer, il faut avoir confiance en un collaborateur, il faut être très corp. Mais fuck, quoi. Hein. Alors, je dis pas qu'il faut être partout dans les dossiers. Je dis juste qu'il faut mettre des bombes. Alors, des bombes, c'est quoi? Eh bien, c'est semer des petites erreurs pour vos collaborateurs pour savoir si quand elle revient, elle a été traitée. Bon, ça, c'est dit qu'il y a 15 ans que je fais ça, je me régale. C'est très sympa et c'est positif. Ça veut dire qu'à la première, vous n'allez pas justement hurler à la première. Hein, la première bombe que vous posez, vous voyez qu'elle n'a pas été identifiée, vous attendez, vous en posez une seconde. Vous êtes patient. Et là, en fait, à la seconde, vous dites, là, c'est pas possible. 2 qui passent pas, et bien là, on prend des mesures et des actions. Ça veut dire que la personne n'est pas fiable. Et quand on a un business, il nous faut des gens loyaux, avec une certaine fiabilité. Et ça, c'est le plus difficile à trouver aujourd'hui, c'est cette fiabilité. Ça veut dire que quand on donne une mission à quelqu'un, qu'elle soit faite jusqu'au bout. Alors, on a tous un degré de fiabilité différent. Voilà. On a tous un degré de fiabilité différent, et c'est ça qui est compliqué à échelonner, parce que nous avons tous une échelle totalement différente de la fiabilité. Et c'est là où ça devient compliqué pour gérer une boîte correctement. Je lis tous mes mails. J'ai 350 mails par jour. Je lis tout. En travers, mais je lis. Je lis tous les courriers des 12 sociétés que j'ai.
Je lis. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez des réclamations ou des problèmes ou des recommandés, plutôt que ça parte sur le tapis c'est vous. Donc vous voyez en diagonale si tout se passe bien et si tout va bien. Je suis en copie de tous les mails sortants de tous mes collaborateurs via un client. Ça veut dire que je contrôle la relation client. Parce qu'il ne faut juste pas se leurrer, ce qui file à bouffer, c'est quand même le client. Et là, se dire que ces gens-là vont gérer correctement, c'est une chose, sûrement, mais savoir qu'on a un œil dessus, c'est bien aussi. Donc, mania du contrôle. Faites pas confiance à vos experts comptables, à vos avocats. Parce que, comme le dit si bien, mon avocat préféré dit « Si j'étais un bon patron d'entreprise, je serais déjà multimillionnaire. » Ce qui n'est pas le cas, il est toujours avocat. Ça résume sa phrase et la situation. Donc, par rapport à ça, soyez toujours vigilants, posez des bombes. Ça, c'est... Alors après, tout dépend de la structure que vous avez, mais ça permet d'avoir un contrôle pas permanent et pas chronophage sur la façon dont on veut gérer une société. Parce qu'après, il y a le côté, le temps que ça prend à gérer et à manager. Et puis en plus, maintenant, depuis quelques années, les problèmes sociaux, où les gens ont quelque part des problématiques, des états d'âme, des choses à gérer qui visiblement reviennent au nom du patron. Donc, celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'avant, c'était moi, et je ne parle pas d'un mulet, je parle d'un cheval, que ce soit clair. C'est qu'est-ce qui nous retient et quelles sont les limites que nous avons dans notre cerveau. C'est juste ça. À un moment donné, il faut juste arrêter, il faut s'enlever les peurs qui ne servent à rien et les contraintes qui sont justes, qui ne sont juste stériles et qui n'apportent rien à part des peurs qui ne servent à rien. N'ayez pas peur, on s'en fout. J'ai quelques points fondamentaux. J'ai le temps? Non, j'ai pas le temps. Donc alors merci, bonjour, c'est au revoir. Je vais les faire rapidement. Ça, c'est ma philosophie de vie. Ça veut dire que c'est ce que j'ai appris pendant ces dernières années. Je suis et je vis le monde que j'idéalise. Voilà. J'ai une bulle, il y a les rouges et les bleus. Je laisse rentrer que les gens qui me ressemblent et qui vont avoir le même fonctionnement que moi et les mêmes valeurs. Que ce soit dans les amis ou dans la vie professionnelle. Même si quelquefois j'en laisse rentrer, mais ils ne portent pas un maillot rouge, il est rose. On identifie. D'accord ? Si vous ne savez pas quoi faire dans des situations, parce que souvent on me dit, mais comment tu prends des décisions? Ben voilà, moi depuis 20 ans, je prends des décisions très simplement. Je me dis, comment je fais et qu'est-ce que je prends comme décision? Alors après, j'ai un autre petit module prise ABC, mais je le ferai sur le web, celui-ci. Mais je suis toujours la personne que j'attends. Ça veut dire que si je dois prendre une décision avec un ami ou avec une décision avec un collègue, etc., je me dis, voilà, je vais être celui qu'on attend. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, vous faites sortir votre moi intérieur vers l'extérieur, en réagissant comme ça. Et automatiquement, vous n'allez attirer que des gens qui ont cette même dynamique. Et ça, on peut réussir ou ne pas réussir les affaires, c'est juste un mode de fonctionnement et un mode de vie. Après, c'est le mot échec. Je l'ai utilisé tout à l'heure, l'échec scolaire. Mais si on analyse bien, quand on apprend à marcher, on tombe entre 1200 et 2000 fois pour apprendre à marcher. Si chaque fois nos parents nous avaient dit on est un échec, on serait tous en fauteuil roulant. Et là, ce serait compliqué. Donc l'échec, c'est pas ça. C'est pas ça l'échec. Là, ce sont des leçons, c'est des leçons de vie. Il faut monter quelquefois. Moi, j'ai eu monté des structures à 20-25 ans qui n'ont pas fonctionné. Et j'ai recommencé jusqu'à ce que j'en ai eu une. J'ai appris, j'ai tiré les bonnes leçons. Par contre, si vous voyez que finalement le schéma se répète et qu'il part toujours en boucle, de la même façon, c'est que vous n'avez pas appris la leçon. Vous refaites toujours les mêmes erreurs. Ça, c'est important et de s'en souvenir surtout. De la même façon, vous êtes tous exceptionnels. Moi, je pars d'un principe que quand on voit le nombre de spermatozoïdes qui sont partis et vous êtes les winners, moi, il faut juste qu'on m'explique qui se pose des questions existentielles aujourd'hui. Mais ça, c'est ma phrase clé. C'est celle que j'aime le plus. Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, de toute façon, on ne s'en sortira pas vivant. Alors croquez la vie. Croquez la vie parce que c'est là, c'est là. Vivez comme si vous allez mourir demain et arrêtez de vous emmerder avec des codes et des machins. Et lui, je peux pas, et lui, je suis pas assez bien. On s'en fout. La simplicité et la rigueur et la détermination font que c'est ce que vous serez demain. Le reste, on s'en fout.
Bravo. Wow. Oh yeah. Non. Non, je vais la garder. Ça, c'est fait. Est-ce que tu, Emmanuel, Yes. tu es là. Je croyais que tu me faisais le type, tu sais, la voix. Oh yeah. Non, il est là. Eh ben, tu voulais conclure, j'imagine. Non, c'est juste pour savoir si tu veux des questions. Moi, je Oui, question pour Maïté, s'il vous plaît. si on a le Fanny. temps, sinon on peut. Ça serait bien. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Non? Pardon? Pas vivant. Yes. Puis celle-là, je peux vous dire, elle a fait écho, parce que quand vous étiez sur le webinaire de l'école MLM et que Maïté elle a sorti ça, il y en a qui m'ont appelé, ils m'ont dit « Tiens, mais elle a raison, ça sortira pas vivant, elle a raison, ça sortira pas vivant ». J'ai reçu des SMS, je dis « C'est bon, là ça match ». Et puis je peux dire ça matchait pour moi aussi. On va raccompagner Maïté Quintana sur les applaudissements. Merci. Vous avez maïté-quintana.fr, allez voir ce qu'elle fait, qui elle est. Je crois que vous avez eu un aperçu de ce qui est Maïté Quintana. Un vrai bonheur. Waouh! Quand même, une femme, il fallait quand même une femme qui monte sur cette scène. Ça fait du bien parce que des mecs, au bout d'un moment, je veux rien dire, mais un peu de féminité, un peu de. Et puis ce leadership naturel qu'elle a, vous avez vu un peu? Hein, des fois on se pose des questions là, mais les codes et tout machin. Par contre, moi je suis pas d'accord sur un point avec elle. J'adore l'échec. Ceux qui sont à la fin du mois. On est bien d'accord.